Bien, si vous voulez prendre place, nous allons démarrer cet après-midi de travail poursuivant la prévention du risque en médecine d'une approche populationnelle à une approche personnalisée avec justement une vision populationnelle de l'utilisation des statines qui va être donnée par le professeur Joël Ménard, professeur émérite à la faculté de médecine, Université Paris-Descartes. Ce matin, nous avons vu quelles étaient les bases finalement qui pouvaient être réfléchies pour l'utilisation à large échelle d'un certain nombre de médicaments compte tenu des données épidémiologiques. Je crois que c'est bien d'aller en profondeur sur l'hypercholestérolémie et les statines. Merci Pierre, mesdames, messieurs, bonjour. Ce sujet des statines me colle à la peau et ne m'entraîne que des ennuis. D'une part, parce que tout ce matin, la séance a été merveilleuse et tout le monde a très bien parlé des statines. Et au fur et à mesure que chacun s'exprimait, je voyais fondre mon sujet d'expression d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la deuxième catastrophe qui m'arrive là-dessus. Et la première, ça avait été un rapport qui était demandé par le directeur général de la santé de l'époque sur la prévention, où après avoir travaillé pendant 4 mois, et en particulier avoir rencontré M. Lowe à Londres, j'ai remis avec beaucoup d'espoir, comme on le fait toujours, ce rapport dans les mains du directeur, avec 2 idées forces dont j'étais très heureux finalement, et dont je suis encore heureux maintenant. La première, c'était d'organiser la prévention familiale à partir des cas de maladie pour remonter dans les familles, je ne dis pas la génétique, je dis les familles, c'est-à-dire environnement et génétique, à remonter un système de prévention différent. Et le deuxième était bien sûr d'expérimenter la dispensation des statines en pharmacie. Alors, je dois dire qu'au moment de l'écriture du rapport, et après avoir rencontré tous les gens qui en 2004-2005 s'intéressaient au sujet, j'avais été assez perturbé puisque tous les gens avaient leur opinion là-dessus, tous. L'opinion est très ferme. 80% ou 90% contre, 10% pour, et tous étaient absolument certains d'avoir une certaine forme de vérité, ce qui m'a posé des problèmes que je n'ai d'ailleurs pas résolus pour l'exposé d'aujourd'hui. Eh bien, dans ce rapport, je l'ai donc remis à 15h, et le directeur général de la santé a démissionné à 17h30. Beaucoup dans la salle ont écrit des rapports, on sait très bien qu'ils sont toujours appelés à disparaître, mais je vous montre celui-là parce que c'est la disparition la plus rapide de ce que j'ai connu dans ma vie. Je dois dire d'ailleurs que M. Toussaint, qui était là ce matin, 2 ans après, a eu la gentillesse au nom d'un autre ministre et d'un autre directeur général de la santé de me demander d'écrire un rapport sur la prévention, et vous ne serez pas surpris de savoir que j'ai décliné. Alors, de base, il faut avoir un certain nombre de concepts qui vont permettre peut-être d'éclairer ce qui a été dit ce matin et ce que vous penserez à la sortie de cet exposé. La base du raisonnement vient, je vais la rattacher à Jeffrey Rose, mais il y a d'autres écrits avant lui qui avaient développé ce thème, qui est de présenter le concept des personnes malades et des populations malades. Et de manière très schématique, on regarde la distribution du cholestérol au Japon et on regarde la distribution du cholestérol en Finlande, et on voit que finalement, quand on va discuter éventuellement d'une norme, on va quand même avoir un certain nombre de difficultés. Si on admet que le cholestérol élevé n'est pas très bon, on pourra dire que la Finlande est un pays malade et que le Japon est un pays sain. Mais à l'intérieur de la Finlande et à l'intérieur du Japon, il existe des individus sains et des individus malades, et la médecine qui se fait dans un petit territoire, national, régional, local, de ville, s'adresse et cherche et est faite pour les individus malades. Mais il faut bien voir les 2 concepts qui doivent s'harmoniser. Car la deuxième chose importante à voir est que l'état moyen d'un paramètre dans une population détermine le nombre des déviants. C'est-à-dire que le poids moyen d'une population avec la distribution logarithmique ou logarithmo-gaussienne, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la physiologie, mathématiquement, fait que la partie extrême de la distribution est plus élevée quand la moyenne se situe à un certain niveau. On peut prendre différents exemples dans ce travail qui en fait était fait dans les années 1980.
On voit que selon que la population va être malade et se situer à votre droite ou va être apparemment en bonne santé à votre gauche, on pourra exprimer les résultats en disant qu'il y a dans la population 5% d'obèses, 10% d'obèses, 5% d'hypertendus, 10% d'hypertendus, la masse osseuse pareil, tout ça c'est la distribution dans une population d'un paramètre à partir desquels les gens vont construire ce qu'ils croient devoir construire. Alors, il y a deux approches très clairement dites par Jeffrey Rose qui c'est toujours importante de mémoriser, à tel point que j'ai préféré réécrire le texte lui-même, et qui est, en commençant par la deuxième partie, deux parties dans les mesures de prévention, il y a deux préventions possibles, et dans cette partie, il dit le second type de prévention de masse est tout à fait différent que celui qui consiste à agir au niveau des populations. Il ne consiste pas à enlever un facteur supposé de maladie, mais à ajouter un facteur non naturel pour entraîner une protection. Donc, dans le premier type de prévention, on dit aux gens, vous avez trop de sel, trop de graisse, trop de sous, si vous voulez, et on leur enlève. Et dans le deuxième temps, au lieu de supprimer ou de diminuer un facteur naturel, on prend éventuellement la décision d'introduire quelque chose. Alors, je prends un exemple. Vous fumez, ce n'est pas bien, vous ferez le cancer du poumon. Prenez du snus, vous allez sucer la nicotine comme le font les Suédois, et vous ne ferez pas de cancer du poumon. Vous ferez des cancers de la bouche, vous ferez des cancers de l'œsophage, vous ferez des cancers d'ailleurs, mais vous ferez... Ce qui veut dire que, de fait, vous ne ferez plus de cancer du poumon, mais le facteur que vous introduisez, qui est l'administration de la nicotine par voie perlinguale ou par voie gingivale, aboutira à d'autres complications. Donc, en 1980, très clairement, l'ancêtre de M. Lowe dit que l'addition d'un facteur non naturel pour faire de la prévention pose problème, qui a été soulevé dans les questions de ce matin, qui est celui, bien évidemment, des effets secondaires qu'on peut trouver avec des délais, comme pour l'histoire du tabac, comme pour l'histoire du sel, avec des délais qui vont s'étalonner sur 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et voilà ce qu'avait indiqué Rose. Alors, quand on résume cette approche, on voit qu'on décrit entre un paramètre quelconque et les accidents une fonction de risque, on décrit dans une population la distribution du facteur de risque, et on décide de manière arbitraire de considérer qu'en jaune, nous avons des gens malades. Et la définition de la maladie peut être de manière arbitraire de décider un jour que 1%, 5%, 10% des gens sont des malades. Et puis on peut faire knock, comme il l'a été rappelé ce matin, et on peut aller plus loin. La stratégie de population, en partant des mêmes données, va consister à diminuer la moyenne du facteur nocif dans la population, à le faire dévier vers la partie gauche du schéma, et on va, dans ce cas, avoir un nombre de gens catégorisés malades qui diminuera du fait d'une translation vers les valeurs proches de ce que les gens appellent idéal, de la distribution des valeurs dans la population. Et on peut défendre ce point de vue en insistant sur les gains de santé à un faible prix, puisqu'une véritable politique de santé publique concerne l'environnement, concerne la nourriture. C'est ça la santé publique, ce n'est pas de donner aux gens un médicament pour faire baisser la tension. Et puis, la stratégie de l'idéal, quand on continue dans ce sens-là, va consister à dire que parmi nous, il y en a qui font encore moins de maladies que les autres, mais au lieu de regarder ceux qui en font plus, on regarde ceux qui en font le moins, et on dit que le but d'une société, c'est de rapprocher les gens de l'idéal. Et à partir de ce moment-là, le paradigme est inversé, et nous avons donc une population de 10% de personnes qui sont idéales, et 90% des gens qui vont rentrer dans une escarcelle qui est celle de l'escarcelle de l'entreprise médicale. Alors, ce qui s'est passé ce matin, et c'est pour ça que je suis parti faire des diapositives, je me suis dit, mais si je leur parle des statines, ils doivent en avoir marre. Bon, ceux qui en prennent ont pris un peu plus de beurre à table, mais ça n'est pas très intéressant. Et par contre, en écoutant parler les orateurs, brusquement, je me suis dit, mais quelle manipulation a pu amener tous ces gens à dire ce qu'ils ont dit. Ce qui est très bien dit. C'était un plaisir de les écouter les uns après les autres, mais je vais vous montrer, et avec un peu de chance, je vais leur montrer ce qu'est la manipulation. Alors, la manipulation du 13 janvier 2012 résume 3 types de manipulation. La première est la manipulation épidémiologique, qui a bien été détaillée par M. Lowe, qui a consisté à remplacer des schémas
qui était en ordonnée usuelle avec des coordonnées logarithmiques, ce qui change la vision des phénomènes. Point très important. Et puis, de dire que la société, le médecin, est capable de prédire. Alors, on a dit tout à fait, à juste titre, que la médecine prédictive, il fallait vraiment s'en méfier, mais sur les bases actuelles, sans aller sur les gènes qui seront abordés par M. Jodemaître, je n'en doute pas, on peut quand même regarder la prédiction avec modestie. La deuxième manipulation est la manipulation médicale. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces acteurs a ses propres outils. L'épidémiologiste, il a ses courbes transformées. Le médecin, lui, il a ses groupes de recommandations. Donc, dans une salle bien chauffée, 10 à 20 personnes qui se croient importantes vont décider que la normale, la normale, c'est cela. Puis la normale sera après, qui résultera bien évidemment d'un consensus. La manière dont vous avez choisi le consensus, bien sûr, déterminant la normale qui en sort, mais vous avez un outil de manœuvre qui est le seuil. Et ayant le seuil, vous créez la norme. Et vous créez donc le besoin normatif. Et puis, quand vous regardez les données disponibles dans la littérature, vous dites, mais c'est merveilleux tout ce qu'on a, je fais des synthèses, je fais des méta-analyses. Simplement, les résultats qui sont disponibles pour l'analyse scientifique sont basés sur des gens qui ont été extraits à raison de 1 à 10% d'une population qui, par ailleurs, dans la vie de tous les jours, n'a strictement rien à voir avec celle qui participe aux essais thérapeutiques, que ce soit le cholestérol, la tension, l'aspirine et tout ce que vous voulez. C'est donc un biais de sélection extraordinaire qui fait que nous basons notre opinion médicale sur la petite fraction de gens qui a été extraite parce qu'elle n'avait pas d'autres maladies, parce qu'elle était intelligente, parce qu'elle était riche, parce qu'elle obéissait au docteur, donc tous les gens qui ont les caractéristiques de ce qui nous rend immortels. Et dans l'esprit du médecin, l'obéissance au médecin est bien sûr un facteur de très bon pronostic. Alors la manipulation commerciale se fait simultanément, puisqu'elle repose, elle, sur la taille du marché, en termes qui n'ont rien à voir avec la santé, c'est des termes qu'on utilise dans l'industrie automobile, qui est tout à fait respectable, dans l'industrie alimentaire, dans toutes les industries. On fait des analyses de marché local, marché mondial, on regarde la taille du marché, et quand on a des avantages, il vaut mieux augmenter la taille du marché que la diminuer. L'autre chose qui est très importante à l'intérieur du système de soins, dans son ensemble, c'est que chaque fois que quelqu'un gagne, un autre perd. Monsieur Dreux étant là, je vais vous dire que le médecin a peur que le pharmacien gagne, et le pharmacien, pour gagner, a peur du médecin. L'infirmière a peur que le médecin l'emporte. Le système de dispensation qui aboutit, le générique n'est pas la même industrie que l'industrie du médicament. Ces industries peuvent du médicament original. Donc, sous ces industries qui correspondent à des circuits de distribution différents, ont leurs avantages, leurs inconvénients. Ils travaillent autour du même problème de santé, mais les visions sont différentes et la compétition est féroce, comme elle est féroce entre Renault, Peugeot, la voiture à minima de l'Inde par rapport aux nouvelles voitures américaines. Alors la manipulation ne s'arrête pas là. La manipulation administrative est simultanée et intéressante. La manipulation administrative n'est pas tournée vers la santé, elle est tournée vers l'équilibre des comptes sociaux. Et comme le médecin a la norme, l'administration a son enveloppe. Donc la question n'est pas de savoir tellement ce qui est bon, c'est de savoir, dans une enveloppe restreinte de dépenses, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qu'on a le plus d'avantages à mettre. Ça, c'est le raisonnement le plus intellectuel possible. Mais le point important, de toute façon, c'est qu'à un certain moment, comme on sait que de toute façon, rien ne tient dans l'enveloppe, il y a un moment où, par une sorte de foire d'empoigne, on peut finir par faire n'importe quoi. J'en ai un très bel exemple, qui est la suppression de la LD12 dans l'hypertension artérielle, où pour gagner une vingtaine de millions, on met environ à risque quelques milliers de personnes. Donc ça, c'est le pilotage par l'enveloppe, le médecin par la norme, l'industriel par le marché. Donc chacun a son outil. L'autre manipulation qui est aussi tout à fait intéressante et qui nous influence beaucoup, bien sûr, c'est la manipulation médiatique. Plutôt que de parler des bénéfices, si vous racontez qu'il y a un bénéfice, ça n'intéresse pas grand monde. Si vous annoncez qu'il y a un effet secondaire ou une catastrophe, vous intéressez beaucoup plus de gens. Donc ça, c'est un mécanisme d'orientation des peurs. Et puis après, le journaliste rejoint l'épidémiologiste et il introduit le concept de risque populationnel. Le concept de risque populationnel est tout à fait intéressant parce que
il dépend, dans des équations qui sont variables et certaines sont complexes, de la prévalence de la maladie dans un pays et du risque relatif. Donc en jouant avec la prévalence de la maladie dans le pays et le risque, on va pouvoir calculer combien de personnes vont mourir de quelque chose. Alors, je dois dire que j'ai laissé Pierre Menton utiliser totalement cette technique qui aboutit à ce que l'Express un jour sur le sel dise « il y a 60 000 décès en France dus à l'excès de sel ». Et puis sur l'environnement, c'est la même chose. Si une certaine particule augmente le risque relatif de 1,01 ou 1,1, comme 100% de la population est exposée, il est tout à fait facile de grossir un risque populationnel, car l'objectif de la manipulation médiatique, c'est le nombre. Chacun fait du nombre. Le médecin fait des actes, l'industriel fait des ventes, et le média se fait connaître. Et la dernière manipulation que j'ai rajoutée pour que vous vous méfiez de moi, bien sûr, c'est la manipulation de Knock, où étant médecin moi-même, je sais parfaitement que je m'adresse à une audience de malades, tous malades. Donc c'est une forme de manipulation dont il faut se garder, et j'ai préféré m'en protéger en la mettant au niveau des autres. Alors maintenant, je vais vous donner vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas possible. Parce que j'espère que vous vous rendez compte que la rencontre de tout cela fait un bruit qui est terrible. Un bruit pour le docteur, un bruit pour le ministre, un bruit pour le journaliste, un bruit pour le malade. Et puis le bruit est amplifié par Internet, par Twitter. Le bruit augmente et le signal diminue. De moins en moins de signaux justes et de plus en plus de signaux dont vous ne connaissez pas l'origine. Et nous sommes pris entre un rapport bruit sur signal qui va en devenant de pire en pire. Donc, comment ça se fait? Est-ce que je joue avec vous? C'est un peu le cas. J'espère que vous en êtes conscient, que je ne suis pas complètement, je n'ai pas l'impression complètement de vivre dans une manipulation, mais je souhaite quand même que ces choses-là soient perçues de cette façon-là. Parce que la discussion que je voulais en 2004, je n'ai jamais pu l'avoir, ni en 2005, et nous sommes en 2012, et la discussion sur le problème précis de l'utilisation des statines en population par une dispensation en pharmacie n'a pas été résolue par personne. Elle est discutée. Elle n'est pas résolue, parce que c'est trop complexe. Et je ne voudrais surtout pas que vous ayez l'impression que c'est un problème facile, c'est un problème complexe. Donc voilà la manipulation des chiffres. Voilà les courbes initiales de Canel-Framingham. Les premiers résultats apparaissent en 1958, c'est vous dire que c'était l'année où je commençais ma médecine, et vous voyez très bien, de manière assez simple, qu'il ne faut pas être vieux, que les hommes à l'époque étaient peut-être un petit peu plus graves au même âge que les femmes, mais les femmes fument, ça va compenser. Et puis, vous voyez qu'au fond, les courbes sont quand même un petit peu, sont des courbes, vous ne voyez pas très bien les lignes droites. Il y a 5200 personnes suivies quand même à cette époque-là, suivies pendant 10 ans, c'est pas mal. Mais le résultat n'est pas évident sur cette présentation-là. Si par contre, je reprends les diapositives qui ont été faites ce matin, c'est la même chose, mais alors là, il n'y a plus de problème, c'est merveilleux, vous achetez. C'est évident que de toute façon, c'est une droite, il n'y a pas de problème. Simplement, comme l'échelle a été transformée, le risque absolu, qui est la chose importante, est très faible, alors que le risque relatif se situe de fait de la même façon à tous les niveaux de l'évolution du paramètre. Simplement, dans un cas, vous gagnez 1, dans un autre cas, vous gagnez 10, mais en même temps, le risque du traitement et le coût du traitement restent le même. Ce qui fait que, pour cette raison-là, la balance bénéfice-risque et la balance coût-bénéfice se modifient mécaniquement. Mais il n'empêche que cette diapositive-là, je l'ai tellement vue depuis l'année 1990 que j'ai quand même pas pu m'empêcher de sourire en la revoyant à nouveau aujourd'hui. Donc elle a eu un impact formidable, hein, formidable. Alors ces Prospective Studies Collaboration, au moins, on ne l'attribue pas à tort à une personne ou à une autre. Alors d'ailleurs, M. Lowe l'a très bien montré, je crois qu'il avait montré la courbe sur la pression artérielle, donc on voit très bien à votre droite l'expression des résultats mathématiques et à votre gauche l'expression semi-logarithmique, et c'est à partir de là qu'on dit que la notion de seuil est fausse, ce qui est vrai, il n'y a pas de seuil, il y a une distribution continue, mais comme dans la vie de tous les jours, il faut prendre des méthodes pour pouvoir parler les uns avec les autres, on fait des seuils simplement pour pouvoir parler. Donc la conduite automobile se fait à droite en France, ce n'est pas parce que c'est mieux à droite qu'à gauche, c'est simplement parce qu'il fallait choisir, on est tombé à droite, les Anglais sont restés insulaires grâce au fait qu'ils sont tombés à gauche.
Et ceci est vrai à tous les âges, dans toutes les études. C'est vrai pour le cholestérol, c'est vrai pour la tension. Tout ce que je vous raconte sur le cholestérol est vrai sur la tension, et vice-versa, comme vous l'avez vu ce matin. Alors l'autre escroquerie médicale tout à fait intéressante, et là vous voyez, c'est marqué Physician 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait ce matin 3 des acteurs de cette étude, qui sont bien évidemment les meilleurs médecins qu'on pouvait trouver à Paris dans les années 90-95. Et on leur a fait revoir les dossiers de 100 patients, pour lesquels on pouvait calculer une équation de Framingham qui, par ailleurs, ne s'applique absolument pas à cette population-là, puisqu'il faudrait la recalibrer, il faudrait tout retravailler. Mais au fond, il y a une base solide. Et on a regardé ce que le même médecin faisait 2 fois, et si les médecins faisaient la même chose. Premièrement, dans la prédiction, le même médecin ne prédit pas forcément pareil. Il y en a qui sont très stables, le kappa est de 0,658, alors je ne vous dirai pas de nom, de toute façon, ils ne sont plus en exercice. Mais il y en a qui sont très stables, il y en a qui sont totalement instables. D'ailleurs, j'avais pensé à l'époque que ça correspondait au caractère des uns et des autres. Et puis, il y en a qui voient jamais de risque, et il y en a qui voient tout le temps du risque. Donc, quand on dit qu'on va prédire, on oublie une chose, on dit on va prédire aux gens. Moi, ce que j'aurais aimé, mais on n'y est jamais arrivé en 20 ans ou 30 ans, c'est de dire aux gens, vous appartenez à un groupe à risque. Et quand on dit vous appartenez à un groupe, ça ne veut pas dire que vous avez un risque. Ça veut dire que le groupe a une probabilité plus grande. Et le langage est extrêmement difficile à manier. Les images qu'il faut utiliser, c'est un problème de communication absolument majeur. Alors, sur le plan technique, comme M. Lowe vous a parlé que finalement il fait tout avec l'âge, sensu strictu, quand on fait les tests de la valeur d'un examen en mettant en bas le taux de faux positifs et le taux de détection en ordonnée, on voit très bien à tel point les courbes se recoupent l'une sur l'autre, qu'une fois qu'on a connu l'âge et le sexe de quelqu'un, on en sait déjà tellement sur son avenir que tous les examens qu'on rajoute ramènent un petit quelque chose. La courbe devient de plus en plus creuse, mais c'est quand même pas majeur. Mais toute la machine médicale est basée sur l'adjonction d'examens, puisque du temps de M. Canel, on faisait le cholestérol, et puis après on a fait le HDL cholestérol, et puis après on a fait l'échographie cardiaque, et puis après on a fait l'échographie carotidienne, et puis après on a fait la mesure de la CRP dans le plasma, et on a testé environ 70 paramètres qui pourraient à la fois épuiser totalement le système de soins et épuiser le malade à la fin des tests qu'on fait, pour gagner quelque chose qui est figuré sur cette diapositive entre le noir que vous donne l'âge et ce qui va se passer vers l'idéal qui vous ramène vers le coin en haut et à gauche. Je vous signale au passage que cette réflexion est relativement récente, puisque les articles sont de 2011. Alors les Anglais, au milieu de tout ça, très intelligents, ils ont quand même un problème et ils font les calculs qui ont été rappelés ce matin, c'est que la maîtrise de l'argent et la maîtrise des soins, c'est la maîtrise du seuil. Donc si on choisit 3%, 2%, 1%, 0,5%, et on peut tout choisir, ça ne va pas marcher. Parce que, de toute façon, l'argent qu'ils auraient dans un monde qui prendrait un risque faible n'est pas disponible. Et voilà les calculs qui avaient été faits. Le débat qui a eu lieu dans les éditoriaux à l'époque du Lancet et du British Medical Journal est extrêmement intéressant parce que les gens se sont posés les problèmes moraux qu'il y avait. Quand on fait un système de soins, est-ce qu'on accepte que l'argent le limite ? Quand on découvre la trithérapie du sida, est-ce qu'on va donner les médicaments, comme on l'avait dit à un moment, par tirage au sort ? La société le refuse. On a rappelé l'exemple de l'Oregon ce matin. Donc, le raisonnement est complexe. Alors, à ce moment-là, naît, dans l'esprit d'un médecin qui s'appelait le docteur Boyd, qui était un homme tout à fait cultivé et très motivé, l'idée de dire on va faire un autre système qui va permettre, d'un côté, de respecter l'autonomie des gens. Rien n'est obligatoire, on l'a dit ce matin, la vaccination n'est pas obligatoire, la simvastatine n'est pas obligatoire, vous êtes libre. Donc, vous êtes autonome, vous êtes libre de votre santé. Si vous croyez que vous avez un gros risque, vous prenez quelque chose. Si vous croyez que vous n'avez pas de risque, c'est votre droit de ne pas le croire. Peut-être que moi, quand je vais traverser la rue face au Collège de France, je serai renversé, je n'y crois pas, mais ça peut arriver. Le report des dépenses de santé collective vers les choix individuels, à partir de ce moment-là, l'État se dégage. Et on applique, en ouvrant largement à l'utilisation d'une statine, on applique le concept populationnel de diminuer, grâce à un grand nombre de gens qui ont accès à ce traitement, de diminuer la moyenne de la population anglaise
parce que l'accès est facile, parce que la dose est petite, parce que c'est simple, mais on oublie la première diapositive très importante que je vous avais montrée sur la vision de Rose qui disait que la décision de rajouter quelque chose dans la prévention consistait aussi à rajouter un risque qui est le risque de la simvastatine. Donc voilà comment on pouvait à l'époque discuter, et l'aspect simplifié reposait par le passage de la prescription par le médecin, délivrance par le pharmacien, classique, l'achat conseillé par le pharmacien dans le behind of counter, qui en France n'existe pas réellement, mais qui pourrait facilement, et si les gens le voulaient, on pourrait le faire, l'achat libre en pharmacie over the counter, et au maximum, à un certain moment, pas aujourd'hui encore, mais demain, après-demain, quelqu'un demandera à ce que ce soit vendu en grande surface. Alors, les obstacles à l'accès libre à la simvastatine, quels étaient-ils et quels sont-ils? L'utilisation, interrogation, la population a été interrogée par Internet. On a fait une étude extrêmement approfondie des sensations des gens. L'utilisation d'une statine ne sera pas ciblée correctement en fonction du risque cardiovasculaire individuel. L'utilisation d'une statine encouragera à ne pas sélectionner la nourriture pauvre en graisse et ne pas faire d'exercice physique. C'est pareil sur le préservatif. Si vous avez des préservatifs, vous aurez davantage d'activité sexuelle. Si vous prenez la statine, vous aurez, etc., etc. Ce n'est pas un raisonnement scientifique, c'est un raisonnement social. L'utilisation d'une statine ne sera pas régulière, bien évidemment, quand les médecins pensent que les malades font n'importe quoi. Donc il y en a qui en prendront 2 fois trop, il y en a qui n'en prendront pas tout le temps. Bon, très bien. L'effet secondaire d'une statine ne sera pas détecté au bon moment ou lui sera imputé à tort. L'utilisation d'une statine exposera au risque d'interférence médicamenteuse, et c'est là-dessus que je me suis bloqué sur la simvastatine, car les imbéciles vous diront souvent que c'est des MeToo, les produits, quels soient les produits, mais en fait, chaque médicament est différent. Et quand on dit sur la simvastatine quelque chose, ça ne veut pas dire exactement la même chose sur la pravastatine, pas plus que sur la torvastatine, etc., etc. Et la simvastatine avait comme énorme inconvénient d'avoir une pharmacocinétique complexe, qui fait que si vous prenez par exemple de l'érythromycine, vous aurez le souci de la montée du taux de simvastatine dans le plasma qui peut créer un problème. Point très important qui est la deuxième raison du blocage, l'utilisation d'une statine à faible dose empêchera la prescription d'une statine à dose appropriée pour le but à atteindre. Vous avez vu que M. Lowe, ce matin, n'a parlé que de la simvastatine à 40 mg. Donc l'idée du 10 mg, qui n'a pas été testée dans les essais thérapeutiques, était de dire qu'on augmentait la marge de sécurité. Car si vous êtes à 40 mg et que vous montez à 60, vous avez des soucis, peu, mais il y en a. Donc on se met, c'est l'extrême limite de ce qui peut être donné. Si vous vous mettez à 10, vous dites je suis tranquille, le problème des interférences, il n'y en aura pas, je suis plus bas. Mais les gens qui sont exposés auront une baisse de leur cholestérol qui sera moins grande que la baisse du cholestérol qui était disponible sur l'évidence dans les essais thérapeutiques. Les contre-indications de l'utilisation du statine existent, on n'avoue pas facilement ses antécédents hépatiques, son abus d'alcool. C'est totalement inégalitaire puisque c'est les instruits et les riches qui se soigneront et les pauvres qui continueront à ne pas se soigner. Et puis, on n'a rien démontré sur le plan économique. Donc, on pouvait faire une analyse, et on peut encore faire cette analyse-là, avec 10 raisons de le faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de 2005 à 2012 ? La courbe dose-réponse sur la réduction de l'incidence des maladies a été beaucoup mieux précisée. La durée des effets bénéfiques, qui était fixée sur 3 à 5 ans au moment de là, maintenant existe avec un recul de 10 ans. On a effacé les craintes générées par les hémorragies cérébrales, le diabète également et les cancers. On sait que les taux de couverture atteignables sont difficiles. Ça ne sera jamais 100%, ça peut être 85%. Quand on a 50 à 60%, on est content et on ne l'a pas toujours. L'incidence des effets secondaires en population générale est totalement inconnue, mal chiffrée. Si on l'oublie complètement, on peut parfaitement faire l'impasse là-dessus. Mais en réalité, en prenant très sérieusement la littérature en main, on ne le sait pas. Les problèmes psychologiques, le système de soins, comment les gens voient le système de soins, quels sont les gens qui sont prêts à aller consulter chez leur pharmacien. Et puis, et on l'a dit ce matin, la balance bénéfice-risque et les coûts ont complètement changé par l'arrivée des statines. Alors aujourd'hui, la situation est assez facile à résumer entre la France et l'Angleterre. Les Anglais prennent à peu près le même nombre d'unités de prescription de statines que nous, alors qu'autrefois, dans 2000, ce n'était pas du tout le cas. Mais en même temps qu'ils ont monté massivement leur utilisation des statines, en fonction des résultats des essais contrôlés, les prix, grâce au générique, ont tellement baissé qu'ils dépensent environ 500 millions de moins que nous par an pour l'utilisation des statines. Ce qui montre que le pilotage économique qui est fait en France de 2004 à 2011
à reposer sur des bases dont mon métier n'est pas de remettre en cause les raisons, et puis peut-être qu'au fond, je préfère ne pas les savoir, mais à la fin, la balance ne nous est pas favorable. Alors je vous donne ici un exemple sur les points importants, puisque là, on est monté maintenant à des nombres de sujets qui sont de l'ordre de 110 000 patients année. 5 minutes. Bien, M. Corvol. Et on voit le point qui est très important, qui était la cause de soucis majeurs pour nous tous, qui est de savoir si au long cours, on n'aurait pas des maladies qui se révéleraient. Et l'une des maladies qu'on craint bien sûr le plus, c'est la survenue de cancer. On en a parlé ce matin, la morbidité compétitive, la mortalité compétitive. Si vous ne mourrez pas de maladie coronarienne, vous pouvez mourir de cancer. Est-ce que c'est lié au traitement ou pas? C'est un véritable problème et qui se posera maintenant de toute notre vie au fur et à mesure que l'homme ou la femme vivront jusqu'à 90 ans. Alors l'autre approche qui rejoint la médecine personnalisée, c'est d'être violemment hostile à ce que je vous présente, puisque dans le détail, il y a une double jeu de la génétique. L'un qui va jouer sur le métabolisme du médicament, avec en particulier l'ensemble des cytochromes P450 dans le foie, et puis l'autre partie qui va jouer sur la multiplicité des polymorphismes ou de certaines mutations qui vont faciliter au niveau des 25 à peu près lochis qui ont été repérés pour les lipides, qui vont faciliter des amplitudes de réponses différentes pour le même taux de médicaments. Donc on a la double inconnue qui définit la pharmacogénomique, et à ce moment-là, l'ensemble des forces biologiques, médicales, financières, sociales vous décrivent la médecine de demain, qui est que bien, et elle est faisable, que sur une puce ayant la possibilité de repérer 25 à 100 à 1000 polymorphismes, on affinera de telle sorte la prescription qu'au lieu de faire ce que cet imbécile de Ménard vous dit aujourd'hui, de donner éventuellement X milligrammes d'une X statine, ça n'a aucun sens à un moment où la beauté de la science nous permet d'aller à chaque personne pour lui donner le traitement qui est personnalisé. Et on a trouvé les mots, médecine personnalisée, avant d'avoir trouvé les techniques. Mais de toute façon, c'est ce qui s'appelle un pré-marketing. Il est parfaitement fait et il faut donc s'y préparer. Et là encore, je reviens, j'espère que vous percevez dans mon propos une touche d'humour, mais ce n'est pas du cynisme, c'est simplement la description. Ce que je voudrais, c'est que les gens voient l'intégralité du problème, qui était énorme et difficile à faire partager. Ben, c'est la situation actuelle. Et elle n'est pas inintéressante. Qu'est-ce que ça a donné chez les Anglais, la prescription de la simvastatine à 10 mg? Rien. Et c'était prévisible. Parce que si vous avez le choix de prendre 40 mg de simvastatine remboursée par le NHS et 10 mg de simvastatine payée par vous, vous n'avez pas de problème. Vaut mieux dire au docteur, donnez-moi donc le comprimé des autres, et ça n'a pas marché. Les médecins qui étaient déjà hostiles à ça, bien évidemment, ils n'ont pas poussé dans cette direction-là, et l'affaire n'a pas marché. Ce qui est intéressant, c'est que l'évaluation qui en est faite par les interrogatoires, par la perception qu'en ont eu les pharmaciens, les médecins, est très importante pour nous à un moment où on voudrait que le système de prise en charge des maladies chroniques ne soit plus complètement médico-centré, mais mette en présence les infirmières, les professions paramédicales, les pharmaciens, etc., puisque le progrès aujourd'hui viendra d'un changement complet de la dispensation des médicaments. Entre-temps, la Food and Drug Administration a maintenu ce point de vue négatif sur toutes les statines. Je vais terminer en vous indiquant quand même qu'on a un sacré problème qu'il ne faut pas minimiser. Le traitement idéal, vous savez, celui que vous décrivent les experts dans ces petites salles où ils font des normes, où ils se réunissent entre eux pour faire ce qu'on appelle des recommandations de pratiques cliniques, 15 pages illisibles. Eh bien, en dépit de tout ce qu'ils ont écrit, le contrôle du cholestérol ou de la tension dans la population reste totalement insuffisant. Les pauvres ne sont toujours pas contrôlés, moins bien que les riches. Les gens qui vivent dans les régions à distance du système de soins ne sont pas toujours contrôlés. La masse de progrès à faire existe de manière extraordinaire et simplement on s'habitue à dire « Ah ben c'est formidable ». La baisse des accidents vasculaires cérébraux en France depuis 30 ou 40 ans, grâce à nos traitements, a été de l'ordre quasiment 60 à 70%. Mais l'autre mode de raisonnement, c'est de dire que 130 000 accidents vasculaires cérébraux en France par an, c'est totalement inadmissible, étant donné qu'il y a la moitié des gens qui n'ont pas les médicaments auxquels ils pourraient avoir droit. Donc notre société se trouve quand même devant un sacré problème de savoir comment on va progresser. Et on ne peut plus toujours renvoyer à l'avenir, à 10 ans, c'est progresser aujourd'hui. Parce que les gens qui font les accidents vasculaires cérébraux, ils les font aujourd'hui.
Donc, êtes-vous satisfait ou insatisfait de la réduction du risque cardiovasculaire? Eh bien, chez les personnes à risque cardiovasculaire, quelle que soit sa définition, le contrôle, selon les recommandations actuelles, est largement insuffisant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Améliorer les pratiques traditionnelles, changer les recommandations, jette le thermomètre, puis on dit on va beaucoup trop loin, amplifier l'approche populationnelle en synergie avec le raisonnement individuel, différencier l'offre de prévention et de soins, mais de toute façon, quoi qu'on fasse, avant de le faire et de le diffuser, il faut l'évaluer, ce qui n'est pas fait. Merci de votre attention.